Bonjour et bienvenue sur Floraison. Voici la suite et fin du podcast consacré au livre d'Aurélien Berland, Terre et Liberté, publié aux éditions La Lenteur. En tout, ce podcast est divisé en 4 épisodes, dont voici le dernier. Si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, on vous conseille d'arrêter celui-ci et de retourner au début de la série pour une meilleure compréhension. Bonne écoute à toutes et à tous. Sur la sacralisation de la sphère privée, il y a une critique féministe où justement ça sert de paravent à tout un tas de dominations patriarcales qui s'y passent et du coup elles ont analysé que le privé est politique et qu'il y a une critique à y faire. Et justement, il me semble que tu salues les écoféministes dans ton livre sur les pratiques de subsistance et d'autonomie qu'elle développe. Tout à fait. De toute façon, c'est un livre qui, il se trouve que j'ai pas d'explication, en tous les cas liée à l'essence de la femme, etc., à laquelle je ne crois pas. Il n'y a pas d'essentialisme chez moi, etc. Mais de fait, ce qui est impressionnant, c'est que la plupart des autrices, justement, on va le dire, ou des penseurs qui ont contesté l'idée de délivrance, qui en ont mis à jour qui ont identifié cette idée-là comme étant structurelle. Il se trouve que c'était des femmes, Simone Veil, Hannah Arendt, et puis plus proche de nous, les écoféministes de la perspective de la subsistance, donc une série d'autrices allemandes qui ont écrit à partir de la fin des années 70, Maria Mies, Veronika Benhold-Thomsen, Claudia von Werlhof notamment, et qui ont elles vraiment défendu le concept de liberté comme autonomie au sens prendre en charge soi-même nos conditions de vie et les nécessités de la vie quotidienne, et en s'opposant vigoureusement à l'idée de liberté comme délivrance sous-jacente au projet de développement industriel et économique, notamment tels qu'ils traversaient la plupart des courants socialistes. Donc il y a une inspiration économiste en effet très forte dans mon livre. Comment ? Écoféministe. J'ai dit quoi ? Économiste. Non, écoféministe. Dans ce livre, notamment, je me sens très proche des écrits de Maria Mies, dont on essaye de traduire un des ouvrages à La Lenteur actuellement et qui devrait paraître, donc qui s'appelle La perspective de subsistance, justement. Parce que ça fait partie des rares personnes qui ont identifié le fait que cette liberté comme je fais ce que je veux, absence de limite, absence d'obstacle, en fait, qui est le modèle par excellence de la liberté, le modèle dominant de la liberté à l'âge moderne, en fait, il présuppose toujours des formes d'esclavage, de servitude, d'asservissement ou d'exploitation d'autres êtres humains, tout simplement parce que pour faire ce qu'on veut, il faut être délivré des nécessités matérielles de la vie, sinon on ne fait pas ce qu'on veut, il faut aller au champ, il faut aller puiser l'eau au puits, il faut, etc. Il y a toutes ces nécessités, ces il faut qui viennent. Moi, mon idée d'ailleurs, c'est je pense qu'il faut que il n'y a pas d'apologie de l'ascétisme, une forme d'apologie du travail, de soumission à la nécessité, etc. Moi, je pense que ce qui est très important, les nécessités matérielles de la vie peuvent être écrasantes et étouffantes dans certaines conditions naturelles notamment, dans certains contextes naturels, la vie est plus facile que dans d'autres. Et si on a les moyens de soulager nos efforts, de soulager nos peines pour subvenir à nos besoins, tant mieux. Mais il faut d'abord distinguer entre soulager nos peines et être délivré de la peine, du travail, de la mort, etc. C'est deux choses différentes. Et puis, quand les moyens pour soulager nos peines nous rendent dépendants d'acteurs
notamment industrielles ou de grandes organisations bureaucratiques, qui, via cette dépendance, peuvent redéfinir nos formes de vie et nous manipuler, nous tenir à nous asservir parce qu'on est dépendant matériellement d'elles, et ben dans ce cas, on perd au change. Si pour avoir l'eau courante chez soi, il suffit de s'organiser avec des copains ou un village pour faire un réseau de canalisation taillé dans du bois qui permet d'amener l'eau de la source jusqu'au cœur du village, c'est ce qu'ont fait toutes les civilisations paysannes jusqu'à présent, et ça a du sens, c'est une manière de faire du lien collectif, etc. En Suisse, il y avait des systèmes de canalisation comme ça qui apportaient sur 40 km, qui apportaient l'eau des glaciers jusque dans certains villages reculés des Alpes, et ça suscitait tout un travail collectif pour chaque année organiser ça. Ça a soudé en partie le village, ça le divisait aussi en partie, sans doute, il y avait des conflits, mais voilà, ça créait du commun en tous les cas. Et par contre, si pour avoir l'eau courante chez soi, il s'agit d'être dépendant de la Lyonnaise des Eaux ou de Suez ou de je ne sais quel conglomérat qui pourra après imposer un certain nombre de choses aux communes, des frais, etc., et redéfinir ce que peuvent faire les gens et la manière dont ils vivent et la qualité de l'eau qu'ils boivent, et ben je pense qu'on y perd au change. Voilà, c'est ça le message du livre. Donc c'est pas une apologie juste de se soumettre à la nécessité, comme si, je l'ai dit tout à l'heure, la nécessité, ça n'existe pas, c'est des choix, mais on peut réfléchir nos besoins et y subvenir par nos propres besoins. C'est en tous les cas la base matérielle de la liberté. Et c'est ça, en fait, que les aspirations à l'autonomie telles qu'elles réapparaissent aujourd'hui redécouvrent. Et par ce geste-là, elles font pas rupture, en fait, dans l'histoire de la liberté, elles rompent avec une idée hégémonique de la liberté comme délivrance qui a été portée par les classes dominantes, mais elle renoue avec la conception implicite de la liberté comme autonomie, telle qu'elle a été portée par les classes populaires à la plupart des époques. Encore une fois, quand on analyse les formes de vie, quand on regarde la texture même des formes de vie populaires et des luttes qu'elles ont menées, notamment jusqu'à l'époque, au début de l'ère de la consommation de masse, les gens ne se battaient pas pour avoir l'abondance industrielle, ils se battaient pour garder le libre accès aux moyens de subsistance leur permettant de vivre indépendamment de patrons, de seigneurs, etc. etc. C'était le fameux slogan « Terre et liberté » que j'ai repris en titre de l'ouvrage. Derrière cette formule-là, qui est un slogan qu'on retrouve chez les révolutionnaires mexicains au début du XXe siècle, chez les populistes russes à la fin du XIXe siècle, chez les anarchistes espagnols à la fin du XIXe siècle, c'était le titre de revue connu à cette époque-là. Et en France, Terre et Liberté, ça a été le titre de 3 revues anarcho-communistes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il y avait cette idée que pour être libre, il faut avoir l'accès aux moyens de subsistance, et le premier des moyens, la base de tous les moyens de subsistance, c'est la terre où on trouve de quoi se nourrir, de quoi construire notre habitat, en restant indépendant du capitalisme industriel notamment. Et donc ça implique quoi ? Ça implique la centralité des luttes foncières pour la liberté, et tout le monde traditionnel était centré sur ces luttes foncières. La base de la liberté, c'est d'abord la redistribution, la lutte contre la propriété privée de la terre, parce que en s'appropriant de manière privative les terres, les seigneurs et les classes dominantes mettaient les classes dominées et dépossédés de l'accès à la terre à leur service, tout simplement parce que les gens n'avaient plus les moyens de subvenir librement par eux-mêmes à leur subsistance, donc pour subvenir à leurs besoins, ils étaient obligés de vendre leur travail. Ça, c'est quelque chose, les classes dominantes ont une conscience toujours extrêmement nette de ça. Je prends 2 exemples dans le livre. Quand il y a eu l'abolition du servage à la fin du 19e siècle en Russie, les grands propriétaires fonciers, bourgeois ou aristocratiques, ont dit « Ok, bon, on n'a pas le choix, il faut abolir cette institution, il y a la révolution gronde, etc. » On le fait, donc il va y avoir des redistributions de terres, mais à une condition, et ça a été, les actes du Parlement sont explicites là-dessus, il ne faudra jamais concéder aux moudjiks suffisamment de terres pour qu'ils puissent subvenir intégralement à leurs besoins. Parce qu'on a besoin de gens pour venir travailler sur nos terres, à nous. Donc il faudra toujours, on va leur donner un lopin de terre, mais jamais
suffisamment pour subvenir à leurs propres besoins, c'est-à-dire aux besoins de leur communauté, de leur famille et de l'ensemble des personnes dépendantes avec qui ils vivaient, les anciens, les jeunes, etc. Ce qui était la base de l'économie paysanne, l'économie des paysans russes. Autre exemple, c'est quand les Britanniques ont aboli l'esclavage dans leurs îles au XIXe siècle, notamment à la Jamaïque. Il y a eu des débats au Parlement britannique pour savoir comment faire pour que les anciens esclaves continuent à aller quand même vendre leur force de travail à leurs anciens maîtres devenus leurs nouveaux patrons. Et donc pour ça, les parlementaires britanniques ont tout simplement dit il faut empêcher les esclaves de fuir dans les zones vierges du contrôle colonial, c'est-à-dire il faut utiliser une partie de l'armée pour empêcher les esclaves d'aller s'installer dans les forêts vierges où ils auraient pu reconstruire des cabanes, pratiquer l'agriculture sur brûlis comme ils le faisaient en partie, et subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins. Il faut les empêcher d'avoir accès à suffisamment de terre pour vivre libre et ne pas avoir à se salarier à leurs anciens maîtres. Tout ça témoigne de l'importance cruciale du libre accès aux moyens de subsistance pour assurer sa liberté et donc de l'accès à la terre. Du coup, il y a un tabou aujourd'hui avec ces termes, la terre et liberté. Tu en parlais tout à l'heure. Tout à fait. Ce livre, il paraît à un moment bizarre, puisque aujourd'hui, le terme liberté, il s'était fait accaparer depuis longtemps par la droite libérale, et donc du coup la gauche avait abandonné ce terme et préféré le terme émancipation, qui est juste une variante. C'est fondamentalement c'est des idées semblables qu'il y a derrière, des aspirations semblables qu'il y a derrière quand même à la base. Liberté, émancipation, libération, affranchissement, etc. C'est des termes plus ou moins synonymes. On peut faire des distinguos, bien sûr, c'est utile, mais c'est la même idée fondamentale qu'il y a derrière. Donc, peu à peu, ce terme qui était... il faut rappeler quand même, le terme liberté, historiquement, c'est un cri de révolte. C'est un cri de révolte contre toutes les formes de pouvoir autocratique et oligarchique. En Grèce ancienne, éleuthéria, c'est un mot qui apparaît identifié à la démocratie. Et le premier acte de la démocratie, selon les Grecs, c'est l'interdiction de l'esclavage pour dette. Et des formes de participation politique ouvertes à tous les personnes, quel que soit leur niveau de fortune. Parce que avant la période démocratique en Grèce, il y avait des formes de pouvoir oligarchiques par des propriétaires fonciers qui étaient tellement riches, il y avait des telles inégalités sociales que les propriétaires fonciers pouvaient réduire en esclavage pour dette la plupart des gens des villages avoisinants. Donc la liberté, c'était identifié à la fin de ce régime-là, de ces inégalités sociales criantes qui conduisaient certains à se vendre littéralement à des personnages puissants qui les réduisaient en esclavage. À Rome, c'est la même chose. Le mot libertas, il est associé aux luttes de la plèbe contre l'oligarchie patricienne, et il est lié à la mise en place de dispositifs de contre-pouvoir qui ont limité le pouvoir arbitraire des élites oligarchiques dominantes à Rome. Et puis liberté, ça va être le mot des luttes de tous les esclaves, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fin du XIXe siècle, de la plupart des mouvements anarchistes et révolutionnaires dans le monde. Dès le XVIIIe siècle, les paysans français ils dansaient autour des arbres de la liberté pour symboliser l'abolition des privilèges et la redistribution, enfin même maigre, du foncier que la Révolution française a pu provoquer. Voilà, donc c'était un mot révolutionnaire contre toutes les formes de pouvoir autocratique
ou oligarchique dans l'histoire. À partir du 19e siècle, ce mot-là va être accaparé par la droite libérale, qui va la réduire à la liberté individuelle et privée telle qu'on l'a vu. Et du coup, la gauche marxiste va plutôt parler, d'ailleurs, privilégier le mot émancipation. On trouve le mot liberté chez Marx, mais peut-être plus souvent le mot émancipation. Après, ça va devenir le thème de la gauche, l'émancipation par rapport à la liberté libérale. Et aujourd'hui, on est à l'aboutissement du processus orwellien, puisque c'est l'extrême droite qui accapare ce mot, qui fait une offre publique d'achat, une OPA, littéralement, aujourd'hui, sur ce mot-là, avec Marine Le Pen qui met liberté pour capter l'énergie des antipasses pour la prochaine élection présidentielle. Elle a mis comme slogan « Liberté » à côté de sa tronche sur ses campagnes, sur ses affiches électorales. Mais c'est un mouvement mondial. Au Brésil, la liberté, c'est Bolsonaro. Aux États-Unis, c'était Trump. Et en Allemagne, c'est aussi le slogan de l'Alternative für Deutschland, donc le parti d'extrême droite allemand. En Pologne aussi, c'est le mot d'ordre des ultra-réactionnaires. Donc, on est dans une histoire, on est à un moment d'une histoire où le terme liberté, qui était en fait un mot d'ordre, un slogan révolutionnaire, une aspiration révolutionnaire, est devenu le maître mot des réactionnaires. Donc c'est assez terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est de voir à quel point une partie de la gauche accepte ce rapt, ce kidnapping de la notion. Dans certains débats autour du pass sanitaire, j'ai vu des discussions hallucinantes où des gens pouvaient dire « mais la liberté telle qu'elle est scandée là, par les antipasses, etc., c'est un mot d'ordre de droite, la liberté c'est une invention du capitalisme, nous on n'est pas pour la liberté, etc. » En fait, cette personne-là pense comme Macron. Macron, dans un célèbre discours, il a dit « la droite c'est la liberté, la gauche, c'est la solidarité », comme s'il n'y avait pas eu d'aspiration à la liberté, à l'émancipation, à l'affranchissement à gauche, comme si c'était pas un mot d'ordre révolutionnaire, un des mots-clés de la gauche depuis qu'elle existe. En fait, par rapport à ce kidnapping, moi je pense que c'est très grave, en fait, quand on se fait voler les mots par nos ennemis, en fait, ça engendre de la confusion, et on en arrive à un point où, comme dans le roman d'Orwell, la liberté, c'est l'esclavage. Si la liberté, c'est l'extrême droite, totalitariste à la Bolsonaro, Trump et Marine Le Pen, en fait, la liberté, c'est l'esclavage. On en est là, on est dans un monde orwellien. Et donc, moi, je pense que la bonne attitude à ça, c'est pas d'abandonner la notion aux autres en prétendant idiotement que c'est le capitalisme qui a inventé la liberté. Non, il faut défendre bec et ongle notre idée de la liberté, mais pour ça, il faut la repenser. Or, à gauche, en effet, dans la bouche de ce type-là, je pense, il y avait une confusion totale sur ce que c'est que la liberté, et quand il dit la liberté, c'est une invention du capitalisme, en fait, il pense à la délivrance. Mais lui, il adhère fondamentalement à la délivrance parce qu'il était marxiste, clairement, et il adhère au développement des forces productives, etc., etc. Juste, lui, peut-être qu'il dira, bon, en effet, pour avoir cette liberté de délivrance, il faut renoncer à la liberté individuelle, il faut une société surorganisée, un État fort pour maximiser le potentiel de production, créer l'abondance pour tous, et on aura un jour la liberté fantasmée par les marxistes grâce à l'abondance industrielle. Bon, moi je pense que ce programme-là, il a échoué complètement. Il faut repenser la liberté, et il faut la penser en termes de se libérer de ce fantasme de délivrance qui est absurde. Et quand je dis ça, je ne réinvente rien. Je ne pense pas que le philosophe il a vocation à dire ce qu'il faut faire aux gens. Je pense que le philosophe, si j'en suis un, c'est pas un législateur qui va indiquer la voie à suivre. Le philosophe, c'est quelqu'un comme tout le monde. Il est dans la confusion du présent, dans les ténèbres de l'action présente. C'est aussi quelqu'un, en tous les cas, moi, qui est engagé. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai vu qu'il y avait d'autres aspirations, autre chose que la délivrance sous-jacente dans les mouvements auxquels je participais, qui n'étaient pas clairs, qui se mélangeaient d'ailleurs avec des éléments de délivrance. Il y avait une confusion autour de ça. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir juste essayé de clarifier cette question-là, de clarifier ces aspirations à l'autonomie telles qu'elles se font jour dans les mouvements auxquels je participe aujourd'hui, d'en dégager les tenants et aboutissants philosophiques et politiques pour clarifier le problème. Mais je n'invente rien, je ne fais que théoriser un petit peu une aspiration diffuse qui traverse une partie de la gauche mondiale et sur laquelle je pense qu'il faut souffler aujourd'hui parce que c'est très important. Il faut se libérer de l'ancienne conception de la liberté de délivrance telle qu'elle traverse le marxisme mais aussi le libéralisme
libéralisme est telle qu'elle vient des couches dominantes. Et il faut se réapproprier la liberté en tant qu'autonomie, reprise en main de nos conditions de vie, parce que sur cette base-là, on pourra construire des choses plus désirables. En tous les cas, tant qu'on ne se sera pas libéré de l'imaginaire de la délivrance, on ne pourra que alimenter la fuite en avant industrialiste qui nous conduit vers le chaos non seulement écologique, mais aussi social, politique et culturel. Pour venir jusqu'ici, pour venir te voir, j'ai fait un bout d'autostop et un mec sympa qui s'arrête et ce mec me prend et me dit oh, moi je serais pas capable de faire ça. Donc il conduit sa voiture et il serait pas capable de rentrer dans celle de quelqu'un d'autre. Alors je demande pourquoi. Il me dit c'est parce qu'en fait c'est trop l'aventure, moi je veux mon petit confort, puis quand je suis en vacances je veux juste être à ma plage, mon cocktail et surtout je veux pas dépendre des autres. Et donc en soirée j'y vais avec ma voiture parce que j'ai pas envie de demander aux autres quand est-ce qu'on rentre, parce que je veux être libre, je veux pas dépendre des autres, mais quand même du pétrole, de la voiture, des routes, de tous les gens qui y bossent. Là, bon, d'abord, c'est une profession de foi de la liberté comme délivrance politique. Être délivré des autres, je veux pas dépendre des autres. Je vais être délivré des autres, les contraintes qui m'imposeraient, mais je veux partir maintenant, mais toi t'aimerais bien rester une demi-heure de plus, etc., une soirée ou machin, je ne sais quoi. Donc, être libre, la liberté en tant qu'indépendance personnelle ou individuelle, donc c'est le cœur de la liberté privée, c'est aussi être délivré des contraintes liées à autrui. Après, il y a le fait que pour être délivré des contraintes liées à autrui, en fait, comme on a beau se figurer qu'on pourrait être délivré de la condition humaine, en fait il se trouve que moi je suis un penseur laïque et pas religieux, je sais qu'en fait on vit sur Terre, donc on a un corps qu'il faut alimenter, etc. Et donc on a des nécessités matérielles à satisfaire, et ces nécessités matérielles font qu'on dépend des autres, qu'on le veuille ou non. Alors soit on dépend d'individus, de personnes bien déterminées avec lesquelles on peut discuter, pour discuter les formes d'interdépendance qu'on a, par exemple dans un collectif ou dans une famille, si elle n'est pas complètement patriarcale, ben voilà, on est dépendant des autres, mais on peut discuter de savoir comment on se répartit les différentes tâches pour subvenir à nos besoins collectifs, et donc on peut faire évoluer ces liens-là, et donc ça crée des dépendances personnelles. En effet, on est matériellement dépendant des autres pour subvenir à nos besoins, mais là c'est des personnes en particulier avec lesquelles on peut discuter, on peut faire évoluer, notamment quand on n'est plus satisfait de la manière dont les tâches sont réparties éventuellement à l'intérieur de la communauté en question. Et la liberté individuelle, c'est basé sur l'indépendance personnelle, mais cette indépendance personnelle, en fait, elle est basée sur des liens impersonnels. En fait, on va dire, ok, pour être libre, j'ai pas envie d'être dépendant de personne en particulier, ma femme, mes enfants ou des gens dans mon village ou dans ma communauté. J'ai envie de faire ce que je veux. Mais faire ce que je veux, en pratique, il y a toujours des besoins matériels à satisfaire. Donc soit on est dans le renoncement, ça c'est la solution proposée par les sagesses religieuses, on renonce à nos besoins et on est indépendant matériellement, on vit dans le désert, etc., où on vit de peu, on est mendiant, comme en Inde, on vit de rien, et on est très peu dépendant d'autres personnes parce qu'on a réduit nos besoins. Soit on ne veut pas réduire nos besoins, donc on est matériellement dépendant des autres, mais on va accepter des formes de dépendance impersonnelle. On ne va pas dépendre d'une personne en particulier pour avoir son pain, avec qui il faut entretenir de bons rapports parce que c'est une personne de la communauté dans laquelle on vit, et donc ce qui va nous dire il faut pas entrer trop en conflit avec lui parce que c'est quand même lui qui me fait mon pain à manger. Mais on va se dire je préfère vendre ma force de travail pour gagner de l'argent et après aller acheter mon pain dans des boulangers, et il y a 10 boulangers autour de mon appartement à Paris, et donc même si je m'embrouille avec tel boulanger parce que je suis pas d'accord avec ses conceptions, etc., je m'en fous parce que je pourrais toujours acheter mon pain chez un autre. Donc là, on ne dépend plus de personne en particulier, on dépend de fonctions. Ça, c'est ce que j'appelle les dépendances impersonnelles, mais ça nous plonge dans des formes de dépendance totale à un système sur lequel on n'a aucune prise. On est certes
indépendant matériellement de toute personne en particulier, c'est le mode de vie individualiste, mais on est matériellement dépendant du système, d'un système sur lequel on n'a aucune prise, mais par contre, il y a des groupes qui ont prise sur ce système, qui le font évoluer, les grandes organisations, privées ou publiques, les grandes entreprises, les États et les classes dominantes qui les dirigent, qui elles ont prise sur le système, le font évoluer dans un sens favorable à leur intérêt. Donc, cette liberté comme indépendance individuelle, non seulement elle repose en fait sur le fait qu'il faut les exploiter pour se débarrasser, être délivré d'un certain nombre de tâches, mais elle aboutit finalement à une situation où tous individuellement on est indépendants les uns des autres, mais on est matériellement dépendant d'un système mondial, désormais globalisé, basé sur l'exploitation d'êtres, de gens, d'ouvriers à l'autre bout de la planète, pour nous en Occident, et on est totalement dépendant de ce système sans avoir prise sur lui, et ça crée la situation d'impuissance totale dans laquelle on est. Le livre, il s'ouvre là-dessus. Comment expliquer, on sait vers quel chaos on va de plus en plus, ne serait-ce que sur le plan écologique, mais aussi social, politique et culturel. Tout ça est attesté et documenté. La hausse des inégalités est aussi bien documentée que la hausse du niveau des eaux dans certains pays et les autres désastres et la hausse du niveau de CO2 dans l'atmosphère. Tout ça est documenté, on sait. On sait qu'on est en train de scier la branche de l'arbre sur lequel on est assis, mais on n'arrive rien à faire manifestement. On est pris dans un mouvement d'inertie. Et quelque part, moi je pense que pour comprendre cette inertie, on ne peut pas la comprendre sans une réflexion sur l'imaginaire de liberté qui nous domine. C'est pas le seul facteur de cette inertie, il y a plein d'intérêts matériels qui expliquent ça, des intérêts des classes dominantes, du PDG et des actionnaires d'ExxonMobil et tout Total sont un ingrédient peut-être plus important que l'imaginaire de la liberté. Mais derrière ces intérêts-là aussi, il y a cet imaginaire et cette pratique de la liberté comme délivrance. Et je pense que tant que on ne s'émancipera pas de cette conception de la liberté comme délivrance, on n'arrivera jamais à sortir de l'impuissance qu'on ressent face au développement du système capitaliste qui nous conduit dans l'impasse sociale et écologique dans laquelle on se précipite aujourd'hui. Et donc c'est un petit peu ça le message du livre. Il faut renouveler nos imaginaires, notre imaginaire de la liberté, non pas renoncer à la liberté, mais renouer avec un certain imaginaire de la liberté comme autonomie. Il y a quelque chose de très riche là-dedans, c'est pas juste un truc de colibriste. D'ailleurs, il faut pas la dépolitiser, cette conception de la liberté. C'est pas juste un geste de bobos qui veulent se constituer des niches. Il y a quelque chose de très important là-dedans, mais il faut la politiser, il faut en être conscient et refuser le kidnapping de la notion de liberté par les forces de droite, refuser cet acte orwellien qui est en cours et se réapproprier nos mots, nos forces et nos conditions de vie. Voilà, c'est la fin de cette série de podcasts consacrée au livre d'Aurélien Berland, Terre et Liberté, publié aux éditions La Lenteur. Un ouvrage qui analyse donc en profondeur la notion de liberté, les mirages de la société industrielle et nos imaginaires d'autonomie. Merci pour votre écoute. On espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, partagez-le et discutez-en autour de vous. C'est la meilleure façon pour nous de le diffuser. À bientôt sur Floraison. Ni patrie ni patron, vive la liberté et vive l'autonomie.